J'ai le plaisir, cette fin de mois déjà, de Ramadan, de vous accueillir dans ce premier webinaire de Psychologia, qui est le premier d'une longue série, j'espère, autour toujours de la clinique, puisque c'est notre point d'intérêt principal. On a le plaisir d'accueillir donc professeur Bouchra Lapassi, qui est attendez, excusez-moi, il faut que j'ai mes notes sous les yeux. Vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre les téléphones, les micros, s'il vous plaît. Donc, Bouchra Labassi est professeur agrégé de pédopsychiatrie à la faculté de médecine et de pharmacie et au CHU Mohamed VI de Marrakech. Elle est membre du Centre de recherche enfance, santé et développement de l'Université Qadia Ayad, toujours à Marrakech. Elle est psychothérapeute d'approche à la fois développementale et psychodynamique, ce qui est assez rare pour être souligné, pour l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Et elle supervise également les jeunes praticiens, et peut-être les moins jeunes aussi, dans cette même approche et dans ce travail en pédopsychiatrie. Hind Bouamar, donc elle est psychologue spécialisée en neuropsychologie. Elle est diplômée de l'université René Descartes à Paris 5 et elle exerce depuis plus de 15 ans avec une passion toujours intacte et un esprit de recherche toujours aussi poussé. Elle a travaillé d'abord en gérontologie et en maison de retraite, et puis elle se spécialise depuis quelques années dans les enfants, les adolescents et les adultes qui présentent un trouble du neurodéveloppement ou un haut potentiel intellectuel. Et donc, évidemment, c'est bien naturellement que le TDAH l'intéresse tout particulièrement, d'autant plus que ces dernières années, on a trouvé énormément de nouvelles approches, de nouvelles perspectives en fait autour de ce fameux TDAH qui est bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Donc aujourd'hui, on va les écouter toutes les deux nous parler des spécificités de l'approche pédopsychiatrique et psychologique, neuropsychologique dans justement l'appréhension du diagnostic de ce TDAH. Et sans plus tarder, je vous donne la parole. Bouchra, vous êtes là? Oui, oui. Est-ce que le son passe? Oui, très bien. Alors bonsoir Salma, bonsoir Hind, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie l'Institut Psychologia de m'avoir invité pour débattre aujourd'hui avec mon collègue Hind sur une thématique d'actualité toujours qui est le TDAH. Et donc mon propos sera un propos pratique, ce n'est pas un topo, mais je vais essayer de vous éclaircir sur la démarche que fait un pédopsychiatre pour poser justement en clinique, en pratique clinique, le diagnostic de TDAH. Et ça va être surtout sous forme de messages cliniques à retenir. Alors, on va commencer par, excusez-moi. Alors, on va commencer par définir, et donc le TDAH, vous le savez, j'imagine, que c'est l'acronyme du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, ça s'annonce déjà comme ça. C'est un trouble déficit de l'attention d'abord avec ou sans hyperactivité. Donc, le critère principal, c'est la présence de difficultés attentionnelles. C'est un trouble neurologique, et pour qu'on puisse parler de trouble neurologique chez l'enfant adolescent, surtout, donc mon propos va s'articuler sur l'enfant, l'adolescent, mais je vais aussi toucher un mot pour l'adulte. Pour qu'on parle d'un trouble, il faut qu'il y ait la notion de seuil, d'intensité, parce que vous l'imaginez, les enfants, ils sont turbulents, ils ont des déficits et des difficultés d'attention qui sont on peut dire habituelles, ordinaires lors de leur développement, parce que le cerveau, avec les capacités cognitives, ne sont pas encore en maturation. Et donc, pour qu'on puisse parler d'un trouble, il faut que ce déficit d'attention, cette hyperactivité motrice et cette impulsivité, soit non adapté au stade de développement, c'est-à-dire très intense par rapport à ce qu'on peut attendre d'un enfant. Il faut qu'il y ait aussi le caractère stable, c'est-à-dire présent tout le temps, permanent au-delà de 6 mois et envahissant dans au moins 2 domaines de vie de l'enfant, au niveau familial, par exemple, et scolaire, familial et social, scolaire et relationnel. Donc, ça doit être envahissant au quotidien.
Voilà. Donc, il fait partie de la grande famille des troubles de neurodéveloppement et ça sous-entend que vous devez chercher un début à l'enfance. Si vous faites le diagnostic à l'âge adulte, il faut toujours chercher de façon rétrograde que les difficultés, ils ont commencé à l'enfance parce que c'est en rapport, justement, et Hind, il va le dire, il va l'expliquer mieux que moi, que ça commence très tôt dans l'installation et le développement des fonctions cognitives de l'enfant. Voilà, donc en chiffres, pour vous mettre un peu dans la réalité clinique, ça touche 5% des enfants dans le monde, ce qui n'est pas rien. Et parmi ces 5% d'enfants, 80% des adolescents vont continuer à avoir des symptômes. Et 50% des adultes qui ont eu des difficultés à l'enfance vont le garder à l'âge adulte. Et donc, on passe de 5% enfants à 2 à 3% des adultes. Donc, on retient ça dans la définition que c'est un trouble évolutif et chronique. On chiffre toujours, ça va toucher 2 à 3 garçons pour une fille, mais là, il faut qu'on soit un peu dans le questionnement et dans la réflexion. Est-ce que ce n'est justement pas parce que, et ça on pourra en discuter dans le débat, est-ce que c'est en rapport avec le sous-diagnostic des formes cliniques qui se voient chez les filles, puisque les filles, justement, ils ont que la forme, ou plutôt, le plus souvent, la forme inattentionnelle qui passe souvent invisible, alors que les garçons, on les ramène en consultation parce qu'ils sont turbulents, parce qu'ils sont impulsifs. Donc là, c'est est-ce que c'est sous-diagnostiqué? Est-ce que c'est une réalité? Et on va en débattre après. Alors, l'âge habituel de diagnostic, tout le monde s'accorde que il y a un retard diagnostique. Donc, on va le diagnostiquer vers l'âge de 8 à 10 ans. Et vous imaginez que c'est un stade très retardé de développement de l'enfant où il va accumuler plusieurs difficultés développementales à l'âge de diagnostic. Ce qui est nouveau selon les recommandations de la Haute Autorité de santé française qui ont été publiées en 2024, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour évoquer le diagnostic. On parlait avant de ça doit commencer avant 6 ans. Dans les critères diagnostiques DSM-5, actuellement, on parle de moins de 12 ans, mais on peut maintenant, mais avec beaucoup de prudence, en parler aussi chez l'enfant préscolaire et je vais vous expliquer après comment on peut le faire. Alors, pour rendre le propos un peu didactique, je vais retenir la règle de 3 pour que vous ayez les choses plus claires et plus fixées dans vos esprits. Sur le plan clinique, vous connaissez la triade. Donc, il y a le déficit attentionnel, il y a l'hyperactivité ou l'instabilité motrice et il y a l'impulsivité. Le déficit attentionnel est le symptôme cardinal puisque le mécanisme fondamental du TDAH, ce sont les difficultés du fonctionnement attentionnel chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est cette incapacité à maintenir l'attention, à terminer une tâche. Généralement, c'est des enfants qui sont décrits comme rêveurs. Il y a aussi l'instabilité motrice avec une agitation incessante, une incapacité à rester en place, donc ils sont turbulents et ils bougent dans tous les sens. Il y a l'impulsivité, donc cette impatience, cette incapacité à attendre. Et entre les deux, j'ai mis une petite image qui relève des deux, entre l'hyperactivité ou l'instabilité psychique et l'impulsivité, qui est la dysrégulation émotionnelle, qui est un élément important aussi dans le diagnostic à chercher, qui est une faible tolérance à la frustration. Donc, c'est des enfants qui vont faire des crises de colère. Parfois, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Comme j'ai dit, ce ne sont pas des signes qui sont spécifiques de TDAH et qui peuvent se voir à un moment ou à un autre de développement de l'enfant. C'est pourquoi il faut toujours rechercher les 3 adjectifs, le caractère stable, le caractère permanent et le caractère envahissant pour pouvoir parler de quelque chose de pathologique. Il y a 3 signes cliniques, il y a aussi 3 formes cliniques. La forme mixte, elle est la plus fréquente. Donc, fort probablement, vous allez rencontrer des déficits de l'attention avec de l'hyperactivité et l'impulsivité, mais il y a aussi d'autres formes. Il y a la forme inattentionnelle pure, c'est-à-dire qu'il n'y a que les difficultés attentionnelles, ou prédominante, c'est qu'il y a un petit peu d'hyperactivité, impulsivité, mais c'est les difficultés d'inattention qui sont les plus marquées. C'est une forme généralement qui se rencontre chez les filles. Il y a aussi la forme où il y a l'hyperactivité et l'impulsivité qui prédominent. Mais comme nous avons dit, le noyau principal clinique, c'est les difficultés attentionnelles. Une autre caractéristique des formes cliniques, c'est qu'il y a une évolution des symptômes par rapport au développement. L'hyperactivité, il a tendance à se tasser, et puis en grandissant, on va garder des difficultés et de l'inattention vers l'âge de l'adolescence. 3 signes cliniques, 3 formes cliniques, 3 niveaux d'intensité. On définit l'intensité légère, moyenne et sévère selon le nombre de symptômes qui existent et aussi selon l'impact sur le fonctionnement de l'enfant au quotidien. Comment il s'adapte au niveau scolaire, au niveau relationnel, social et familial.
Maintenant, le vif du sujet, c'est que comment, et je vais parler surtout du diagnostic médical, celui qui est fait par les médecins, et je rappelle brièvement que les médecins qui portent le diagnostic sont les médecins pédopsychiatres, les pédiatres et les neuropédiatres, et les généralistes qui sont bon, ce n'est pas très fréquent dans notre contexte, mais on espère rejoindre les pratiques d'ailleurs de l'Occident pour des généralistes et des médecins de famille qui sont formés au diagnostic de TDAH. Alors, la démarche diagnostique, ce n'est pas une démarche qui est facile. Donc, c'est un diagnostic qui reste délicat, qui reste complexe. On va le voir parce qu'il y a des diagnostics différentiels, c'est-à-dire certains troubles qui peuvent mimer le TDAH, mais qui ne sont pas TDAH et qu'il faudra savoir éliminer en premier parce qu'ils sont facilement repérables, facilement traitables et donc on n'est pas dans l'errance diagnostique. Et parce qu'il y a aussi des troubles associés qui vont tout de même masquer le tableau clinique, le rendre plus complexe ou plutôt vous bloquer dans les prises en charge et dans ce que vous attendez dans le pronostic et l'évolution. Et donc, les deux questions qui se posent, est-ce on se base directement sur la triade? Donc, si vous vous basez que sur la présence des trois signes cliniques, inattention, impulsivité, hyperactivité, il y a de fortes chances que vous allez tomber dans l'errance diagnostique parce qu'on va voir, il y a des choses qui doivent être éliminées avant de retenir le diagnostic de TDAH parce qu'il y a des situations où on peut trouver la triade, mais ce n'est pas un TDAH. La deuxième des choses, est-ce qu'on fait de façon clinique ou est-ce qu'on demande des bilans? Parfois, et la pratique clinique le montre, on fait trop de bilans et on est dans un point d'embouteillage et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et comment interpréter les choses. Alors, finalement, comment on fait? Je vais vous donner trois messages cliniques, encore une fois, la règle de trois, comme ça vous allez vous fixer des idées. Alors, le premier, il faut avoir trois points d'éclairage ou trois warnings. Le premier, c'est que attention à l'errance diagnostique face à un enfant turbulent ou un enfant qui a des difficultés attentionnelles ou qui a de l'impulsivité. De un, l'instabilité, elle est décrite de façon développementale chez l'enfant. Donc, un enfant a tendance à être turbulent parce que il va s'approprier son corps, il va faire possession d'un corps qui bouge et donc il va bouger. Il a des difficultés attentionnelles parce que le cerveau, il est encore immature, donc il peut avoir une attention qui est flottante, comme il peut avoir une impulsivité. L'enfant de moins de 5 ans, il est sous le contrôle de son cerveau émotionnel et donc dans la tempête émotionnelle généralement. Et donc, on ne va définir chez ces enfants de 2-5 ans un problème, sauf s'il y a, c'est très intense, que c'est chronique ou ça a des répercussions sur le fonctionnement de l'enfant et de son entourage. Donc, on va voir est-ce que c'est développemental ou pas. Deuxièmement, il y a certains signes de TDAH, en l'occurrence l'instabilité psychomotrice, qui est un symptôme transnosographique. C'est-à-dire que ça existe dans un ensemble de troubles autres que le TDAH. Je vais vous donner des exemples rapides sur ça. Par exemple, les difficultés de vision ou d'audition. Ce sont des enfants qui seront dans la communication non verbale et donc dans l'instabilité du corps. Un. L'épilepsie, par exemple, l'épilepsie absence, qui est une forme d'épilepsie où il y a une suspension de l'attention pendant quelques minutes et on a tendance à dire que l'enfant il est rêveur en classe alors qu'il est en train de vivre ou de subir une crise épileptique. L'anémie aussi, avec l'instabilité qu'il peut y avoir, avec aussi l'irritabilité et l'impulsivité qu'on peut. La dépression de l'enfant, la maltraitance, même chose, et les troubles, donc les troubles anxieux aussi, ils peuvent mimer le tableau de TDAH, et donc on risque de poser à tort un diagnostic précoce de TDAH alors qu'il s'agit bien d'un autre trouble. Alors, je ne vais pas trop tarder sur ce point et je vous propose de lire l'article que nous avons écrit donc dans notre équipe, mon équipe et moi-même, sur les étiologies de l'instabilité psychomotrice en clinique pédiatrique que vous allez trouver sur Google en accès gratuit sur la revue Réalité pédiatrique numéro 269 avec des vignettes cliniques qui vont vous rendre les choses plus claires. Donc, nous avons exposé des vignettes cliniques où un diagnostic TDAH a été porté. Lorsqu'on l'a revu, on a trouvé véritablement une cause organique ou psychiatrique. Alors ça, c'est le premier warning, c'est qu'il faut évoquer toute une liste de pathologies somatiques, organiques et psychiatriques avant de retenir le diagnostic de TDAH. Le deuxième message clinique, la complexité du diagnostic, nous l'avons vu parce qu'il faut éliminer des diagnostics différentiels, mais aussi parce qu'il y a certains troubles qui vont être associés, ce qu'on appelle les comorbidités, et qui vont compliquer la prise en charge, ils vont compliquer aussi la démarche diagnostique. Donc on ne sait pas si un enfant a un TDAH avec un trouble anxieux, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose, ou c'est les deux. Et il faut rechercher un ensemble de comorbidités et c'est une priorité pour bien porter la démarche diagnostique et pour aboutir aussi
au bon projet thérapeutique de l'enfant. Le troisième warning, c'est qu'il ne faut pas être seul dans l'évaluation. L'évaluation clinique va se faire à plusieurs niveaux, donc on n'est jamais seul face à une situation potentielle de diagnostic de TDAH. La vision multidisciplinaire et transversale va vous permettre de confirmer l'hypothèse, de réaliser une vision sur le retentissement et de chercher les comorbidités et donc aboutir à un projet thérapeutique adapté à l'enfant que vous avez devant vous. Donc, véritablement, c'est quoi cette démarche diagnostique? Donc, on va rester clinicien et on va rester fidèle au avant tout, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Donc, on va commencer par l'anamnèse. Donc, l'anamnèse va se faire en plusieurs temps. Donc, aucunement la chance ou l'occasion de porter le diagnostic de TDAH à la première consultation. Donc, il faut voir l'enfant en plusieurs temps. Parce qu'il y a déjà un piège, c'est que les enfants turbulents, ils ont tendance à être stables à la première rencontre. Ils vont se contrôler et donc, vous pouvez avoir des difficultés à poser le bon diagnostic au bon moment. Donc, plusieurs temps pour évaluer l'enfant et de plusieurs ressources. Vous demandez, vous entretenez avec l'enfant, vous faites de l'anamnèse avec la famille, l'entourage et si vous pouvez, et c'est très souhaitable, avec aussi les enseignants qui ont un regard très éclaircissant sur ça. La deuxième étape, alors l'anamnèse, bon, je vais passer rapidement. Vous demandez les symptômes, la chronologie de la chose, l'histoire développementale de l'enfant, le fonctionnement de l'enfant, le tempérament de l'enfant, ce qui se passe autour de lui, en famille, est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'il y a bon, le style éducatif des parents, donc tout ce que vous devez chercher pour comprendre la situation. L'examen somatique, il est essentiel et là, on fait appel à nos amis pédiatres parce que c'est une partie très intégrée dans la démarche du diagnostic positif. Un, pour éliminer les diagnostics différentiels, nous l'avons vu, et parce que aussi, il y a des comorbidités somatiques qu'il faut savoir corriger en même temps que la prise en charge de TDAH qui va se mettre en place. L'examen psychiatrique, donc pour rechercher les comorbidités et le diagnostic différentiel, et pour confirmer en recherchant les critères de diagnostic positif. Donc, si vous vous référez à des classifications comme la CM11 ou la TSM5, donc vous avez tout un ensemble de critères que vous allez chercher à l'entretien. Alors, les bilans, aucunement nécessaires pour confirmer le diagnostic selon la littérature, aussi selon la réalité clinique, mais on va les demander parce qu'ils vont nous apporter des éclairages dans la plupart des situations que nous rencontrons. Alors, si vous faites cette démarche à 4 étapes, vous allez établir ce qu'on appelle un pré-diagnostic clinique. Et soit vous avez une forme typique de TDAH et donc vous avez un diagnostic, soit, et c'est ça donc la situation qu'on rencontre le plus, une forme qui est atypique, qui n'est pas complète, avec des comorbidités. Et donc là, vous devez faire des évaluations et travailler dans la transversalité. L'équipe pédopsychiatrique et neuropédiatrique, elle est sollicitée en ça. Et puis aussi, on peut faire des échelles diagnostiques. Cela dépend de ce que vous maîtrisez le plus dans votre équipe, comme par exemple on passe les KIDI-SATS, l'ADHD Rating Scale ou les échelles de Conners qui sont des questionnaires qu'on met à la disposition des parents qu'on envoie à l'école pour la description. Il y a l'évaluation neurocognitive que ma collègue Hind va vous détailler, va vous donner plus d'éclairage sur ça. Le bilan orthophonique et psychomoteur vont donner une idée sur le niveau de développement de l'enfant et sur ses capacités aussi bien que ses difficultés. Donc voilà, pour résumer le timeline de la démarche diagnostique auprès du clinicien, on reçoit un enfant avec des plaintes généralement non spécifiques, comme nous l'avons dit, qui peuvent se rencontrer chez tout enfant. Soit ils sont rapportés par l'enfant, soit par sa famille, soit par le milieu scolaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par une anamnèse médicale détaillée. L'examen somatique, il est essentiel et l'entretien psychiatrique, il doit être global, pointu, et méticuleux et minutieux. Le point rouge pour passer le message, le grand message de mon intervention aujourd'hui, c'est qu'il faudra toujours penser à éliminer les diagnostics différentiels. Donc, vous cherchez en premier les causes somatiques et psychiatriques et vous cherchez, lorsque vous confirmez le diagnostic de TDAH, la possibilité de la présence de comorbidité. Le diagnostic est un diagnostic clinique, mais les bilans ils sont nécessaires parce qu'ils vont vous guider dans le diagnostic positif, ils vont vous confirmer ou vous infirmer la présence de comorbidité, et ça permet d'éliminer des diagnostics différentiels, et ça vous donne aussi un point de départ pour suivre l'évolution. Parce que vous allez avoir une idée sur le fonctionnement de l'enfant à un temps T, et donc après, dans le suivi, vous aurez une idée sur ce qui se passe pour cet enfant. Tout cela pour aboutir justement à un projet de soins qui est personnalisé et efficace.
Donc, avant que je finisse mon propos, un petit mot sur le traitement, on peut aussi en discuter après dans le débat. Dans les modalités de prise en charge, il y a toujours les approches non médicamenteuses qui se mettent en premier et de façon systématique, avant de penser aux médicaments. Donc, on met en place les approches non médicamenteuses, comme la psychoéducation. Elle est systématique, essentielle. Vous allez informer l'enfant, adolescent et sa famille, et même les intervenants auprès de lui, par exemple les écoles et les éducateurs, sur ce que est le TDAH, les origines, si vous pouvez en expliquer, les symptômes et les relier aux difficultés de l'enfant, les moyens thérapeutiques qui sont mis à sa disposition et l'évolution potentielle que vous attendez. Les règles hygiéno-diététiques est un point important pour les enfants qui ont un diagnostic de TDAH. Il faut avoir un sommeil de bonne qualité, donc une alimentation équilibrée, une activité physique, et vous comprenez que le sommeil, alimentation, activité physique, ça joue sur les fonctions cognitives et sur le fonctionnement du cerveau. Et puis aussi, on incrimine aussi l'usage des écrans, donc il faudra savoir réguler le temps passé sur les écrans. Les aménagements scolaires et pédagogiques, donc tout ce qui est apprentissage, comment on peut aménager les examens, les rééducations si sont nécessaires, et on fait une attention particulière à la présence de potentiel harcèlement scolaire parce que c'est une population qui est assez vulnérable. À l'école, ils vont recevoir beaucoup de remarques et ces remarques peuvent être malveillantes. Les psychothérapies, soit à l'échelle individuelle familiale et le programme aussi d'entraînement aux habilités parentales, toutes les psychothérapies, ils apportent du bénéfice pour l'enfant, mais vous allez trouver dans la littérature, celles qui sont décommentées, ce sont celles de thérapie comportementale cognitive qui vont s'appuyer sur les émotions. Mais ça ne réduit en rien l'apport des autres thérapies, tout simplement parce que ce n'est pas encore documenté, par exemple, pour l'approche psychodynamique, psychanalytique ou autre chose. Le traitement de comorbidité est une nécessité. Donc, si vous avez une comorbidité, vous entreprenez au même moment le traitement de TDAH et des comorbidités. Maintenant, l'approche médicamenteuse, quand est-ce qu'on la fait? Il y a deux signes, il y a deux critères principaux. Un, l'âge. Donc, au-delà de 6 ans, et là, l'AMM depuis 30 ans, depuis 1995, pour que ça soit mis en place pour l'enfant et l'adolescent en cas de TDAH, si les approches non médicamenteuses ne sont pas suffisantes ou ils ont échoué. Maintenant, moins de 6 ans, il y a certaines équipes qui ont le courage de le prescrire, mais là, il faut une concertation pluridisciplinaire, il faut être prudent parce qu'il n'y a pas d'AMM, mais on peut le prescrire dans certains cas qui sont très bien documentés, très bien étudiés. Le deuxième critère, c'est celui de l'intensité. Donc, l'approche médicamenteuse peut se faire en premier lieu. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'intensité. Si le degré d'intensité il est sévère, donc il y a un retentissement important et un blocage important. Donc, au même temps, je mets en place l'approche non médicamenteuse et l'approche médicamenteuse en parallèle. Si le deuxième cas de figure, c'est que j'ai mis en place des approches non médicamenteuses et je me donne le temps. Et ça, c'est très important. Le temps peut aller de 3 mois jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire, je dois mettre en place des choses et donner du temps pour voir des résultats après 3 mois ou 6 mois. Il faut être patient avec les enfants TDAH avant de prescrire. C'est un médicament qui est très connu, c'est le méthylphénidate qui va agir sur le plan neurobiologique en favorisant la disponibilité de dopamine qui est un neurotransmetteur qui permettra des effets stimulants sur le plan cognitif, moteur et social. Donc, c'est un médicament qui est bien, qui est très bien toléré pour la population pédiatrique et très bien étudié, mais qui a aussi des effets secondaires qu'il faut savoir bien maîtriser lors de la prescription. Alors, il y a des choses qui ont été revues j'en parle rapidement, pour la prescription de la méthylphénidate. Avant, on parlait d'une première prescription par un praticien hospitalier. Aujourd'hui, tous les médecins du cabinet peuvent le prescrire, les psychiatres, les neuropédiatres, les pédopsychiatres. Le renouvellement se fait par le médecin référent, le médecin de suivi, et les doses doivent commencer par des paliers progressifs. Un petit rappel sur ce que rapporte la dernière version des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui reste aussi fidèle à ce que j'ai dit comme prescription et intervention médicamenteuse. D'abord, la psychoéducation de façon systématique. On intervient par les approches non médicamenteuses. Et lorsqu'il y a un échec ou un résultat insuffisant, on passe aux médicaments. Et si ça ne marche pas avec le méthylphénidate, il y aura d'autres molécules.
ventricule. Donc voilà, je termine en vous disant que l'approche diagnostique du TDAH nécessite de respecter une démarche clinique très rigoureuse, minutieuse, avec beaucoup de patience et de temps. La réflexion ne se fait jamais seule, il doit se faire au sein d'une équipe multidisciplinaire parce que vous devez répondre avec efficacité à un syndrome qui est chronique, qui est invalidant et qui a un impact important sur le développement de l'enfant et sur son fonctionnement. Voilà, j'ai terminé mon propos. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bouchra, pour ton propos synthétique, rapide, et tout est droit au but. En réalité, chacune de ces diapos et chacune des choses que tu as dites mériterait à elle seule, voilà, un petit webinaire, parce que c'est largement plus profond que voilà que ce que tu dis là, avec autant de simplicité et de voilà de façon très synthétique, en réalité recouvre quelque chose de beaucoup plus profond et complexe et qui demande, comme tu dis, une attention très très minutieuse, et également ce travail que tu évoques de la pluridisciplinarité de ce diagnostic complexe. Justement, Hind va le reprendre du point de vue de son travail de neuropsychologue, autour du bilan très, on va dire, avec de multiples perspectives en réalité quand on travaille sur un bilan psychologique ou neuropsychologique, pour vraiment envisager tout le panel que tu as évoqué du côté pédopsychiatrique. Linda, à toi. Voilà, je pense que c'est à mon tour. Très bien. Alors, donc, comme l'a dit, donc moi, je vais vous parler un petit peu de la place du bilan neuropsychologique dans la démarche diagnostique du TDAH. Donc, comme l'a dit ma collègue, et au risque de me répéter, le diagnostic du TDAH, il est avant tout clinique. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de prise de sang, qu'on n'a pas besoin de prise de sang, d'IRM, ni d'EEG, ni quoi que ce soit. Je le rappelle parce que c'est vraiment essentiel dans cette démarche diagnostique. Donc, on peut se poser la question, quelle est la place du neuropsychologue et quelle est la place du bilan neuropsychologique dans tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'un bilan neuropsychologique dans cette démarche-là? Ben, en fait, oui et non. Et c'est justement ce qu'on va voir un petit peu ensemble dans les prochaines minutes. Alors, mon approche en tant que neuropsychologue, aujourd'hui, en tant que neuropsychologue, je vais vraiment aborder ce sujet du point de vue du neuropsychologue. Je ne vais pas rentrer dans le débat de psychologue, clinicien, vs neuropsychologue. Donc ça aussi, ça mériterait un webinaire à part entière. Mais il est important quand même de rappeler que les psychologues cliniciens réalisent aussi des bilans psychologiques et qui sont essentiels dans la démarche diagnostique du bilan. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer spécifiquement sur le bilan neuropsychologique et justement de se poser la question, qu'est-ce qu'un bilan neuropsychologique? Alors, un bilan neuropsychologique, c'est un bilan qui est réalisé par un psychologue spécialisé en neuropsychologie et dont le but est d'évaluer le fonctionnement intellectuel et cognitif du patient. C'est-à-dire qu'on va, à travers des tests, à travers une évaluation, évaluer son fonctionnement intellectuel, voir comment le patient y raisonne, comment fonctionne sa mémoire, comment est-ce qu'il arrive à s'orienter dans l'espace, comment est son langage, et bien entendu, comment est-ce qu'il arrive à se concentrer et voir aussi comment fonctionnent ses fonctions exécutives. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'identifier les dysfonctionnements cognitifs que peut présenter un patient, mais aussi de pouvoir aussi identifier toutes les compétences cognitives qui sont préservées, puisqu'elles vont nous permettre aussi d'adapter la prise en charge et d'adapter le suivi. Voilà. Alors, le bilan neuropsychologique, il repose sur des tests validés scientifiquement et standardisés. Validés scientifiquement, ça veut dire en fait que ce sont des tests qui ont été conçus avec une méthodologie rigoureuse et qui a prouvé qu'ils mesurent et qu'ils ont prouvé qu'ils mesurent bien ce qu'ils sont censés mesurer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des tests standardisés. Standardisés, ça veut dire qu'ils sont passés aux patients, cotés, analysés de la même manière pour tous, c'est-à-dire même consigne, même conditions de passation et qui sont tous comparés, que les résultats sont comparés à une population de référence et en général, c'est en fonction de l'âge du patient.
Alors, ce qui est essentiel dans la démarche du diagnostic du TDAH, et ma collègue Bouchra l'a dit, c'est d'abord et avant tout, le TDAH, c'est un diagnostic d'élimination. C'est par élimination, c'est-à-dire que le diagnostic, en fait, ici différentiel, ça va être de s'assurer qu'on ne confond pas le TDAH avec autre chose. Je le répète parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut rappeler que l'inattention, c'est un symptôme. Le TDAH, c'est un syndrome. Et donc, tous les enfants inattentifs ne sont pas TDAH. Tous les enfants agités ne sont pas des TDAH. Par exemple, si on prend un enfant dyslexique va mettre plusieurs secondes, pour reconnaître, décoder, lire un mot. Pendant ce temps-là, il va décrocher et du coup ne va plus écouter l'enseignant s'il est en situation de classe. Et donc, il va être perçu comme inattentif, alors qu'en fait, il est surchargé cognitivement. Pareil, on va aussi avoir des cas de troubles du développement intellectuel, ce qu'on appelait avant donc la déficience intellectuelle, particulièrement dans la déficience intellectuelle légère. On va avoir de l'inattention, on va avoir de l'agitation, mais elle va être secondaire à un déficit cognitif global. Et là, seul un bilan psychométrique, réalisé à la fois par des neuropsychologues et des psychologues cliniciens, qu'on va pouvoir identifier ce déficit global à travers des échelles comme les échelles de Wechsler, comme le WISC on a un micro, oui. Donc voilà, comme le WISC pour les enfants ou la VICE pour les adultes. Et puis aussi, alors on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça a toute sa place aussi chez l'adulte. On a aussi donc une confusion qui peut y avoir entre TDAH et bipolarité, où il faut vraiment faire cette distinction-là entre l'impulsivité du TDAH, qu'on va retrouver chez un patient avec un TDAH, et puis les épisodes maniaques qu'on peut aussi retrouver, qu'on va retrouver chez les bipolaires. Et là aussi, la place du diagnostic différentiel va être essentielle dans cette partie-là. Alors là aussi, et je reprends aussi un petit peu le fil conducteur de ma collègue, c'est d'identifier les comorbidités. Les comorbidités, donc le TDAH, il est rarement isolé. On a à peu près plus de 60% des TDAH qui vont présenter une ou plusieurs comorbidités. Donc parmi les comorbidités, moi je vais rester sur mon niveau, on va avoir donc des troubles du neurodéveloppement comme le TSA, comme les troubles des apprentissages, comme le trouble développemental de la coordination. Et aussi, on va avoir ce qui peut aussi être associé aux troubles psychoaffectifs, comme l'anxiété, le trouble de l'humeur, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important d'identifier ces comorbidités? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elles peuvent modifier l'expression du trouble et donc compliquer le diagnostic du TDAH. On va prendre un exemple, c'est celui de la dyspraxie, qu'on appelle aujourd'hui le trouble développemental de la coordination. Mais bon, moi, je reste toujours avec la dyspraxie, ce mot-là ne veut pas partir. Donc, la dyspraxie, très rapidement, c'est ce qu'on appelle, c'est la maladresse pathologique. Ce sont des enfants maladroits, on va dire, si on veut aller vite. La dyspraxie, en fait, va entraîner une surcharge cognitive, puisque chaque geste va demander un effort au patient. Résultat, l'attention, elle est fragilisée. Et donc, on va avoir une difficulté supplémentaire qui va être associée au TDAH. On sait aussi que l'organisation et la planification, c'est quelque chose qui est déjà touché dans le TDAH et qui va devenir encore plus compliqué pour lui du fait de cette comorbidité de dyspraxie. Pareil, toujours dans la dyspraxie, si un enfant TDAH va en général, ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est des enfants qui vont oublier leurs affaires scolaires, qui vont oublier leurs livres, etc. Une comorbidité de TDAH et trouble de la coordination va aussi impacter l'expression du trouble, puisque en plus de cette difficulté inattentionnelle qui fait que l'enfant généralement l'enfant va perdre ses affaires, chez un enfant avec un TDC, on va également avoir des difficultés à ranger correctement ses affaires, à perdre constamment ses cahiers du fait de cette difficulté d'organisation liée à l'effort du geste. On va aussi avoir des comorbidités, par exemple, TDAH, dyslexie. On va avoir des enfants qui vont très bien ou trop bien compenser leur dyslexie, surtout si c'est associé aussi à un HPI,
un haut potentiel intellectuel. Donc, quand on a la combinaison de TDAH, dyslexie, HPI, ce sont des enfants qui vont énormément compenser et du coup, qui vont souvent passer inaperçus. Cette dyslexie va passer inaperçue jusqu'au jour où toutes les stratégies qui sont mises en place par l'enfant ne vont plus suffire et on va avoir des difficultés qui vont apparaître de façon très importante avec aussi éventuellement un échec scolaire. Et donc, du coup, il est très important de faire cette évaluation-là neuropsychologique pour pouvoir identifier cette comorbidité et de ne pas passer à côté parce que dans le tableau clinique principal, ça va être l'inattention qui va être au premier plan. Donc, sans un bilan neuropsychologique, on va avoir du mal à identifier ces comorbidités. Bien entendu, et comme l'a rappelé aussi ma collègue, il y a aussi d'autres bilans aussi qui vont permettre d'approfondir et d'identifier ces comorbidités. Et c'est toute l'importance du travail pluridisciplinaire, à la fois entre pédopsychiatres, neuropsychologues, psychologues et aussi orthophonistes, psychomotriciens qui vont permettre d'identifier tous ces TND qui peuvent être très souvent associés au TDAH. Ce qui est aussi très important à retenir, c'est que le bilan neuropsychologique ne se résume pas à des scores. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est pas juste, OK, j'ai un score, donc on va dire si c'est bon, si c'est pas bon, est-ce que c'est altéré, est-ce que ce n'est pas altéré. Ce qui va être, et d'ailleurs, très souvent, chez les enfants avec un TDAH, on a une bonne majorité, peut-être pas une majorité, mais en tout cas, on a un nombre assez important d'enfants qui peuvent tout à fait réussir les épreuves attentionnelles. Donc, on a un pré-diagnostic clinique qui a été établi par un pédopsychiatre éventuellement, ou en tout cas, on a une suspicion TDAH. Et malgré tout, ce sont des enfants qui vont parfaitement réussir ces tests d'attention. Pourquoi? La première chose, c'est que, en fait, on peut avoir des enfants qui sont hyper motivés. On va avoir des enfants qui vont très bien compenser. On va avoir des enfants qui vont être stimulés par la nouveauté de la situation d'évaluation, comme le disait d'ailleurs ma collègue, qui, le premier jour où ils viennent en consultation, sont parfaitement attentifs, sont parfaitement stables, ne vont pas bouger. Mais petit à petit, ils vont, au fur et à mesure du suivi, ils peuvent à ce moment-là vraiment montrer cette agitation. Mais lors des premières séances d'évaluation, on peut tout à fait avoir ce comportement qui peut passer inaperçu. On a aussi, dans le cadre de l'évaluation, ce n'est pas du tout le même cadre que le quotidien. C'est-à-dire que en consultation, quand on fait un bilan, on est dans un environnement calme, il n'y a pas de distraction, on est dans une relation duel. Et donc, cette relation duel va faire qu'on va constamment solliciter l'enfant, qu'on va éventuellement aussi le recentrer sur la tâche, ce qui va lui permettre justement de compenser et de favoriser cette réussite au test attentionnel. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et aussi, on peut avoir aussi d'autres patients qui vont échouer au test d'attention alors qu'ils ne sont pas TDAH. Et donc, ça va être le cas chez des patients anxieux, ça va être le cas chez des patients pas du tout motivés ou alors très fatigués. Ma collègue justement parlait aussi de l'importance de l'hygiène de vie. Elle est vraiment essentielle, bien évidemment, dans cette capacité de concentration. Si on ne dort pas suffisamment ou mal, ça va forcément impacter sur notre capacité à nous concentrer. Alors, ce qui va être aussi autre chose aussi que je voulais évoquer, c'est au-delà, par exemple, dans le cadre du TDC, donc de la dyspraxie, on retrouve souvent une dysgraphie. Donc, une dysgraphie, c'est un trouble au niveau de l'écriture. Quand on fait certaines évaluations attentionnelles, on va avoir des épreuves attentionnelles qui vont solliciter le geste graphomoteur. Et donc, quand on fait passer ce test attentionnel à l'enfant, on peut avoir des scores faibles à ce test d'attention, pas parce qu'on a un déficit d'attention, mais parce qu'on va avoir une difficulté au niveau du geste graphique, au niveau du geste graphomoteur, qui va venir impacter le score. Et donc, on a ce trouble-là, ce score-là faible au niveau du test attentionnel, mais qui n'est pas forcément lié à un déficit d'attention, mais qui est une conséquence de cette difficulté-là sur le plan graphique. Donc, ce qui va être essentiel dans l'évaluation dans le bilan neuropsychologique,
c'est vraiment non pas les scores, même si bien évidemment ils sont importants, mais c'est vraiment en fait d'observer tout le processus tout le processus que va avoir le patient, qui va être mis en œuvre par le patient pour pouvoir répondre aux tâches. Donc, il est important de regarder est-ce qu'un enfant a réussi ou pas une épreuve, mais ce qui va être tout aussi important, c'est de voir comment il est arrivé à ce score-là. On peut tout à fait avoir deux enfants avec deux scores similaires, mais pas du tout la même stratégie, pas du tout la même façon d'arriver à ce score-là. Donc, à travers ce bilan, au-delà des tests, on va regarder comment le patient réfléchit, comment le patient travaille, comment le patient, quel type d'erreur il va avoir, comment est-ce qu'il les gère. Est-ce que c'est un patient qui va persister malgré la difficulté ou est-ce que c'est un patient qui va abandonner rapidement face à la difficulté? Est-ce que c'est un patient qui est méthodique? Est-ce que c'est un patient qui est désorganisé? Donc tout ça, donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment, c'est pas juste le résultat final, mais c'est vraiment la manière dont le patient va y arriver. Ce qui va être aussi important, c'est que le bilan va permettre d'explorer comment le TDAH impacte le fonctionnement cognitif. On a posé un diagnostic de TDAH, mais le profil d'enfant TDAH, c'est-à-dire le TDAH se manifeste de façon hétérogène. On ne va pas avoir deux enfants TDAH identiques. Donc, on va avoir aussi des impacts différents du TDAH sur le fonctionnement cognitif. Et donc, à travers ce bilan neuropsychologique, on va voir comment le TDAH va impacter, va toucher certaines fonctions cognitives et on va voir comment est-ce qu'elles vont interagir entre elles, ce qui va être essentiel pour la suite de la prise en charge et du suivi qu'on peut mettre en place pour ce patient. Et donc, analyser le fonctionnement de l'impact du TDAH va permettre d'aller au-delà du diagnostic et donc d'apporter des solutions concrètes en fonction des difficultés que va présenter le patient au-delà de son TDAH. Bien entendu, un bilan doit toujours être interprété dans un contexte. C'est-à-dire que le bilan, ça va être un travail d'analyse complexe où on va analyser, interpréter les résultats en fonction du contexte du patient, c'est-à-dire qu'on va toujours prendre en compte son histoire développementale. On va prendre en compte la plainte. Ça aussi, ça va être très important de voir aussi quel lien on peut faire entre les résultats qu'on obtient au bilan neuropsychologique et la plainte. La plainte de l'enfant, la plainte parentale, la plainte qui va provenir aussi du corps de la sphère scolaire. Et tout ça va être extrêmement important parce que ça va nous permettre vraiment de faire un lien constant entre la clinique et puis bien entendu les résultats qu'on va obtenir au niveau du bilan neuropsychologique. Et puis, bien entendu, on a aussi un bilan neuropsy qui va être aussi très important dans la prise en charge de l'enfant ou du patient de manière générale. La première chose, quand on va parler d'un enfant, c'est de réfléchir à comment on va pouvoir le guider dans les aménagements pédagogiques qu'on va pouvoir proposer dans la sphère scolaire. Et donc, à partir du fonctionnement, un enfant TDAH qui présente un trouble de la mémoire de travail et un enfant TDAH qui n'en présente pas, on ne va pas proposer les mêmes aménagements. Tout comme, par exemple, l'un des aménagements les plus connus, c'est le tiers-temps, c'est-à-dire rajouter un temps supplémentaire à l'enfant lors des évaluations, lors d'examens. Ça va dépendre, là aussi. Il y a certains TDAH pour qui ça va être efficace. Par exemple, des enfants impulsifs qui vont avoir du mal à structurer leurs idées, qui vont être lents dans l'exécution des tâches. Là, le tiers-temps va être très important pour eux, puisqu'il va leur donner du temps pour organiser leurs idées. Alors, inversement, un autre enfant, tout aussi impulsif, mais qui, lui, va se disperser davantage, lui, ça va être complètement contre-productif de lui donner un tiers-temps, puisque plus on lui donne du temps supplémentaire, plus il va se perdre dans ses idées et plus ça va l'épuiser cognitivement. Donc là aussi, ça va être très important pour vraiment cibler les aménagements dont peut bénéficier un enfant sur le plan scolaire, mais aussi à la maison. C'est-à-dire, on parle beaucoup des aménagements pédagogiques,
mais c'est aussi déjà des choses qui peuvent se mettre en place à la maison, ne serait-ce que lors des devoirs. Ben, un enfant avec un TDAH, le TDAH va aussi impacter le moment des devoirs, qui est souvent d'ailleurs assez conflictuel. Donc, ce sont des choses aussi qu'on peut mettre en place avec les parents. Et puis, le bilan neuropsychologique va également permettre de mesurer l'évolution des troubles et de mesurer, entre guillemets, l'efficacité des stratégies mises en place. C'est-à-dire, voilà, s'il y a de la psychoéducation, s'il y a des séances qui vont permettre à l'enfant, où on va lui donner des stratégies sur le plan intentionnel, de pouvoir le réévaluer quelques années plus tard pour pouvoir juger de cette efficacité et de pouvoir réadapter et les aménagements pédagogiques et éventuellement le suivi et les stratégies qui sont mises en place. Voilà, alors le bilan neuropsy ne permet pas, on va dire, de poser un diagnostic puisqu'on est dans une évaluation éminemment clinique pour poser un diagnostic, mais il va être quand même important pour affiner la compréhension du fonctionnement, pour explorer les comorbidités autres que, par exemple, médicales, d'orienter la prise en charge et les aménagements, et puis surtout, voilà, pour pouvoir accompagner l'enfant et son entourage pour avoir un accompagnement adapté. Voilà, je pense avoir fini. Oui. Merci Irine pour cette présentation aussi complète, aussi passionnante et aussi profonde en réalité hein, que celle qu'a fait Bochard, parce que chacune de ces diapos recouvre des concepts théoriques et une réalité clinique bien profonde et bien complexe. Alors, moi, tu as terminé sur la question que je voulais vous poser à toutes les deux, parce que finalement, quand on vous écoute comme ça, et puis quand on écoute aussi les collègues souvent, on se demande, mais finalement, ce diagnostic-là, est-ce que un psychologue pourrait le poser tout seul? Est-ce qu'un pédopsychiatre pourrait le poser tout seul? Ou est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir ces deux polarités du travail pour pouvoir aller vers un diagnostic et surtout une prise en charge adaptée. Je te donne la parole à toi, Bouchra, pour commencer. Alors, pour répondre à la question, bon, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit dans le timeline de la démarche diagnostique, c'est que ce qui est le plus important avant de poser le diagnostic de TDAH, c'est de savoir éliminer toute la liste des autres diagnostics ou en fait, c'est pas éliminer, c'est infirmer la présence d'autres diagnostics qui, vous l'avez bien constaté, relèvent du secteur médical plus. Donc, on fait appel, nous aussi, pédopsychiatres ou pédiatres pour nous aider dans cette démarche de diagnostic par l'examen clinique, par les bilans paracliniques, radiologiques, biologiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, la grande part du diagnostic, à mon sens, reste une part médicale. Et lorsqu'on est dans le chapitre de la psychologie et psychiatrie, ben, je pense qu'on travaille en articulé avec les psychologues. On ne peut pas travailler seul. Donc, Hind l'a très bien souligné. Ce n'est pas obligatoirement nécessaire pour le diagnostic, mais ça reste quand même un peu de la théorie parce que les présentations cliniques ne sont pas aussi typiques que ça. Et donc, on est forcément dans la conjonction entre deux pathologies, ce qui complique la partie, et j'ai vu ça sur les questions des participants, ce qui complique le diagnostic de TDAH pur. Donc, on est obligé parfois de passer, mais souvent, de passer par l'avis d'un autre collègue, notamment les psychologues et les neuropsychologues, qui vont apporter leur regard. Donc, diagnostic, une première étape, c'est une étape médicale, pas forcément du pédopsychiatre, mais c'est une démarche médicale d'abord. Puis, il y a les pathologies psychiatriques qu'il faudra savoir aussi rechercher très attentivement. Mais pour confirmer le diagnostic, dans les formes typiques, c'est possible de le faire de façon clinique, mais le plus souhaitable aussi, c'est de passer par l'évaluation cognitive, parce que le fondement du fonctionnement, c'est un fonctionnement, donc c'est un déficit du fonctionnement attentionnel et des fonctions exécutives. Donc la confirmation nous permet aussi, s'il y a un regard du psychologue qui passe des tests, aussi ça nous aide pour annoncer correctement le diagnostic aux parents en s'appuyant sur quelque chose de concret. On ne reste pas dans la subjectivité de l'observation du psychiatre, en quelque sorte. Voilà. En fait, et je vais compléter, c'est-à-dire que comme elle l'a dit, Bouchra, il y a des formes typiques qui, en fait, voilà, à travers une évaluation pédopsychiatrique complète,
va permettre de poser un diagnostic et donc du coup de commencer tout de suite les prises en charge. Ce qui va être aussi, le bilan neuropsy va venir apporter une autre compréhension, mais il est essentiel aussi en fait de ne pas aussi retarder le diagnostic du TDAH, parce que si on prend en compte aussi tout ça, l'évaluation pédopsychiatrique, éventuellement des examens médicaux complémentaires, des bilans neuropsychologiques, tout ça prend du temps et donc ça peut aussi rallonger au niveau du diagnostic. Donc le bilan neuropsychologique va être essentiel, va être important dans cette démarche-là, mais pour certaines formes typiques où j'ai envie de dire c'est assez clair une fois qu'on a fait cette évaluation pédopsychiatrique complète, le diagnostic peut être posé et les différents bilans, que ce soit d'ailleurs un bilan neuropsychologique ou orthophonique ou autre, et psychomoteur éventuellement, vont aussi venir compléter cette compréhension de l'enfant pour pouvoir, on va dire, affiner un petit peu plus le diagnostic et pour pouvoir aussi affiner, bien entendu, le suivi et la prise en charge qui vient derrière. Parce que Mhm. il y a le diagnostic de TDAH, mais il y a aussi toutes les comorbidités dont on a parlé qu'il faut aussi prendre en compte et qui va nécessiter un certain nombre de bilans. Je parlais, moi, du TDC, la dyspraxie. Ben, c'est une évaluation, c'est une démarche qui nécessite à la fois un bilan psychomoteur, qui va nécessiter un bilan neuropsychologique, un bilan aussi neuropédiatrique. Et donc tout ça va venir aussi allonger le temps du diagnostic pour un enfant, pour un patient. Et je pense aussi que c'est au-delà de la pertinence du bilan neuropsychologique pour le diagnostic, ça aide aussi pour définir un projet de soins parce qu'on comprend mieux le fonctionnement de l'enfant. Oui, et donc on peut mettre en place des choses individualisées. On reste pas dans le standard, le sur-mesure, donc on est un peu dans, dans la haute couture. Donc on va partir sur quelque chose de très individualisé pour l'enfant et on ne peut comprendre le fonctionnement qu'à travers un bilan neuropsychologique qui est bien fait et bien pertinent. Ça nous rapporte beaucoup d'éclairage aussi pour l'évolution, comme a dit Hind dans sa présentation aussi. Un point de départ pour suivre l'évolution d'après. C'est ça, c'est qu'on n'a pas un seul. On a bien sûr la triade, peut-être même les quatre, parce qu'il y a aussi la dysrégulation Ouais. émotionnelle, mais il y a beaucoup d'autres aussi choses qui sont essentielles aussi à voir et qui vont permettre justement d'affiner cette évaluation-là. Mhm. Et, Ça, euh, et si on veut, au niveau, voilà, d'une présentation comme ça et d'une présentation idéale, c'est vrai que ça serait merveilleux et dans le meilleur des mondes qu'on ait le travail en psychiatrie qui se Mhm. coordonne avec le travail en psychologie et qu'on prenne tout le temps du monde pour arriver à évaluer précisément ce qui se passe pour chaque enfant. Maintenant, on sait tous et toutes que dans la réalité clinique, ça se passe pas nécessairement comme ça et que on va avoir parfois des diagnostics un petit peu rapides d'un Complètement. côté, de l'autre côté des évaluations qui sont beaucoup trop longues et certains collègues le soulignaient dans le chat chères et que les gens chers en temps, chers en Mhm. argent et que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir se payer. Et donc, du coup, cette histoire du diagnostic du TDAH et donc des prises en charge, parce que nous, si on parle du diagnostic, c'est pas juste pour le diagnostic en réalité. C'est pour que la prise en charge puisse s'enclencher et s'enclencher de la façon la plus juste pour cet enfant ou cet adulte même, hein, parce qu'on a beaucoup de diagnostics tardifs aussi qu'on voit dans nos Mhm. cabinets. Donc moi, j'aimerais bien que vous rebondissiez un petit peu là-dessus, parce que le titre du webinaire est là-dessus, parce que beaucoup de psychologues et de psychiatres aussi, dans la pratique de tous les jours, sont un petit peu submergés par toutes ces questions-là, par des erreurs de diagnostic, par plein de choses comme ça. je vais peut-être intervenir, Mhm. dire que ça passe aussi par la formation, par exemple, des pédiatres, par exemple, des pédiatres et médecins généralistes qui vont aussi pouvoir orienter vers le bon professionnel. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que on a des délais d'attente qui sont importants, que ce soit pour consulter un pédopsychiatre, que ce soit pour consulter un neuropsychologue. C'est des démarches qui prennent du temps. Mais peut-être que avec aussi de plus en plus de formations
sur le TDAH avec les médecins, on va dire, de première ligne, comme les médecins, les pédiatres ou les médecins généralistes, qui va permettre peut-être déjà d'orienter directement vers le bon professionnel, j'ai envie de dire, pour éviter déjà de perdre un certain temps d'errance diagnostique. On ne va pas forcément aller dès le départ vers le professionnel qu'on doit avoir peut-être dès le départ. Alors, Juste, la réalité, excuse-moi, Bouchra, deux oui. secondes. Il y a un collègue qui disait justement quelle est la place du médecin de famille. Est-ce que ça se résume, à condition qu'il soit formé, bien sûr, à un diagnostic ou un pré-diagnostic, ou est-ce qu'il peut avoir un rôle à jouer dans la prise en charge? Alors pour les médecins de première ligne qui sont les médecins généralistes, les médecins de famille et aussi nos collègues pédiatres, ils vont intervenir à plusieurs niveaux. Le premier niveau parce qu'ils connaissent mieux les enfants que nous, donc parce qu'ils les suivent de tout près et dès le bas âge, donc ils vont repérer déjà des signes. Donc ils vont orienter de façon précoce pour qu'on ne tombe pas dans le retard de diagnostic. Ça c'est la première des choses, donc ils vont repérer. Ils peuvent aussi orchestrer en quelque sorte le circuit de soins. Orienté vers un pédopsychiatre, orienté vers le psychologue d'enfant, orienté vers l'orthophoniste et le psychomotricien. La troisième des choses, c'est qu'ils vont suivre la famille, ils vont accompagner dans la démarche de l'annonce diagnostique. Parce que forcément, donc les familles vont retourner chez le médecin qui est adressé et ils peuvent aussi suivre tout ce qui est prescription médicale. Mais là, la condition sine qua non, c'est qu'on soit formé à l'approche psychologique de l'enfant, un strict minimum, et aussi au diagnostic de TDAH pour ne pas tomber dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'embouteillage, le point d'embouteillage des cliniciens. Donc tout le monde intervient et finalement rien n'est fait au bon moment pour l'enfant. Donc les médecins de première ligne, ils ont les 4 missions. Et maintenant, c'est un point essentiel de savoir les sensibiliser, de les former et d'articuler le circuit de soins avec eux. Mais je pense, par rapport à la réalité clinique que nous avons, c'est que les enfants et les familles ne consultent pas très tôt, ils sont pas très sensibles. Je parle du grand public, je parle pas des gens qui sont sensibilisés, mais généralement, c'est une réalité clinique, c'est que les gens ne sont pas très sensibilisés à tout ce qui est difficultés développementales et retard de développement et difficultés que peut avoir l'enfant au cours de son processus. Et donc, on va recevoir des enfants avec des retards diagnostiques. Et qui dit retard diagnostique dit comorbidité. Un enfant qui a des difficultés à l'école, je vois pas vraiment qu'il va échapper à un trouble anxieux ou à une dépression ou strict minimum à des angoisses. Et donc, il y a des choses qui vont compliquer la forme clinique et qui va rendre aussi les choses complexes pour un médecin de première ligne pour faire la part des choses. Donc, le médecin de première ligne, et c'est le premier de la chaîne, il a beaucoup de choses à faire, surtout pour le repérage et pour orienter et pour accompagner. Mais le diagnostic reste le plus souvent, et je parle en connaissance de cause, dans les formes qu'on nous recevons en consultation, sont des formes les plus souvent atypiques et comorbides. Et donc, le diagnostic reste surtout, dans notre contexte actuel, je parle de 2025 au Maroc, des équipes spécialisées, En fait, pédopsychiatres, psychiatres, psychologues d'enfants. il nous faut des hôpitaux de jour ou avec une équipe où on va pouvoir recevoir les enfants pour pouvoir les évaluer de façon disciplinaire. Mais effectivement, le retard diagnostique va venir compliquer le diagnostic parce que si on évalue si on diagnostique un enfant à 5 6 ans, on va pouvoir mettre en place les différentes prises en charge qui vont nous permettre de suivre l'enfant et de repérer ou d'essayer de limiter au maximum l'impact du TDAH. Par exemple, quand un enfant qui a un TDAH, on a une très forte comorbidité avec la dyslexie, avec les troubles des apprentissages. Du fait du Mhm. trouble attentionnel, l'enfant n'arrive pas à suivre à l'école, l'enfant n'arrive pas à décoder, l'enfant n'arrive pas à maintenir son attention pour pouvoir lire. Et donc, on va avoir cette comorbidité. Si on diagnostique un enfant suffisamment tôt dès l'âge de 5 6 ans, on va pouvoir peut-être suivre cette évolution et puis prévenir éventuellement, et ce qui va éviter de recevoir un enfant à l'âge de 12 ans ou 11 ans avec un TDAH et une ou deux comorbidités, à savoir, et souvent un trouble des apprentissages, un trouble de l'humeur ou de l'anxiété, et ce qui va du coup multiplier les prises en charge, et ce qui devient assez infernal quand même pour l'enfant et les parents
de devoir jongler entre pédopsie, orthophonie, psychothérapie, voilà, parfois même cours supplémentaires pour rattraper le retard. Et ça devient complètement contre-productif parce qu'on est sur une surcharge cognitive où l'enfant, au final, ne peut plus rien suivre. Et donc, au final, on fait beaucoup de choses, mais dont l'enfant ne va pas bénéficier sur le long terme. Complètement, oui. Et d'ailleurs, plus ils viennent tard, plus on peut rater le diagnostic de TDAH. C'est-à-dire, plus ils vont venir tard, et généralement, s'ils viennent vers l'adolescence, on va plutôt diagnostiquer un trouble de l'humeur, on va plutôt diagnostiquer une anxiété et passer complètement à côté. D'ailleurs, il y avait une étude, alors je ne sais plus laquelle, où on avait exposé 2 études de cas je crois que c'est des médecins d'ailleurs, où il n'y avait pas le nom de patients, ni on savait si c'était une fille, ni si c'était un garçon, c'était le même cas. Et pour certains, quand c'était de l'anxiété, quand c'était une fille, on allait diagnostiquer plutôt une anxiété. Et quand c'était plutôt un jeune adolescent, on allait plutôt diagnostiquer un TDAH. Donc, on va avoir aussi des erreurs diagnostiques. On va se focaliser plutôt sur les conséquences du TDAH, ce qui a amené le manque le fait de ne pas avoir diagnostiqué ce TDAH va donner lieu, j'ai envie de dire, à un trouble de l'humeur ou à une forte anxiété. Et on va plutôt prendre en charge cet aspect-là tout en occultant complètement ce TDAH. Sauf que c'est important de prendre en charge ce diagnostic-là d'anxiété ou de trouble de l'humeur, mais on passe à côté quand même du diagnostic primaire qui est celui à la base du TDAH, surtout, comme l'a dit ma collègue, dans les formes inattentives qui peuvent souvent passer inaperçues. Et c'est au moment on va dire, du collège ou voire même du lycée où l'enfant est en échec scolaire parce que toutes les stratégies qu'il a mis en place jusqu'à présent ne fonctionnent plus et on a un effondrement et on a un échec scolaire et là on consulte et on se rend compte qu'il y avait quand même des choses beaucoup plus tôt et donc là on a un tableau beaucoup compliqué par d'autres comorbidités. Et oui, puisqu'on parle aussi de l'adolescence, il faudra, c'est pas pour inquiéter, mais pour alerter les praticiens qui sont parmi nous, c'est qu'il y a des issues dangereuses, comme le suicide, qui est très fréquent pour cette population de TDAH, suite à des comorbidités, suite à beaucoup de choses. Et aussi, il y a l'usage des substances, il y a les addictions qui se mettent en place comme une stratégie, comme tu dis, Hind, pour contrôler quelque chose de déficit de l'attention, pour être plus éveillé, stimulé, ou plutôt pour contrôler les sauts d'humeur, de l'impulsivité. Et donc, il y a des issues aussi dangereuses à l'adolescence et il faut qu'on soit très alarmé par rapport à ça et alerté en tout cas ce qui va dans le même sens de chercher de façon active. Donc, pour ne pas donner de la confusion dans les esprits ce soir, c'est un diagnostic d'élimination, c'est un diagnostic aussi à chercher activement. C'est pas parce qu'on dit que c'est un diagnostic d'élimination, c'est qu'il faut plus penser au TDAH et le sous-diagnostiquer. Mais il faut chercher les vraies formes du TDAH, savoir bien poser le diagnostic, parce que c'est une pathologie qui est très handicapante et parfois avec des issues, comme j'ai dit, très dangereuse même. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais Prise que de risque aussi. Pardon, Oui, tu parlais complètement. de suicide Mhm. et de prise de substances, mais il y a aussi des comportements à risque très très fréquents dans cette population. Et Mhm. tout à l'heure, Bouchra, tu disais que c'était souvent des enfants harcelés, mais ça peut aussi être des enfants harceleurs. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont, voilà, c'est-à-dire dont il faut tenir compte pour pouvoir aussi prendre en charge l'enfant dans des cas de troubles du comportement, euh, et essentiellement à l'adolescence. Oui. Là, jusqu'à présent, vous avez parlé surtout du sous-diagnostic en réalité, du manque de dépistage de ce trouble, etc. Effectivement, c'est le cas voilà, pour beaucoup, mais il y a aussi une inflation de ce diagnostic. Euh, Mhm. on voit de plus en plus et pas nécessairement à bon escient. Est-ce que vous remarquez ça dans vos pratiques cliniques vous aussi? Qu'est-ce que vous en pensez de cette inflation justement du diagnostic de TDAH? Il y a une inflation dans le sens déjà où, comme on est plus formé, on diagnostique mieux. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident. Quand on se forme, ben, on est plus apte à pouvoir diagnostiquer.
Mais on a effectivement, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Bouchra et moi, c'est de ne pas confondre symptômes d'inattention ou d'agitation avec TDAH. Mhm. Ça, c'est quand on fait toute cette démarche-là diagnostique, on arrive à pouvoir faire cette distinction-là entre agitation, qui est un symptôme, mais qu'on peut retrouver dans différentes pathologies, qu'elles soient médicales, somatiques, neurodéveloppementales. Oui, alors le TDAH regagne beaucoup d'intérêt ces dernières années. Ça, c'est le revers de la médaille de la surmédiatisation. Donc, on en parle à la radio, à la télé, autour de nous. Tout enfant qui bouge est un enfant TDAH et les parents viennent avec ça. Ah, est-ce que mon enfant a un TDAH? Ils le disent dès la première rencontre. Donc, maintenant, le surdiagnostic, comme a dit Hind, est possible dans le côté positif parce qu'on est mieux formé à poser le bon diagnostic. Mais il y a aussi des passages qui sont en court-circuit, c'est-à-dire qu'on saute des étapes et on se précipite sur le diagnostic. Et il y a même une précipitation sur la prescription. Et ça, c'est une réalité que les praticiens qui sont parmi nous ce soir peuvent confirmer, c'est qu'il y a beaucoup de précipitation. L'enfant, il est rapide et le praticien aussi pour poser le diagnostic. Donc, il est impatient pour poser le diagnostic et pour passer à l'ordonnance. Et donc là, il faut savoir gérer le temps, gérer la situation et se poser les bonnes questions au bon moment et ne pas sauter des étapes surtout pour faire le bon diagnostic. Alors, le bon diagnostic, il est fait lorsqu'on répond aux bonnes questions. Est-ce que, je rappelle rapidement, est-ce que c'est une instabilité développementale? Est-ce que c'est une instabilité ou déficit attentionnel qui est pathologique? Et pour que ça soit pathologique, ça doit être intense, permanent, stable et envahissant. Maintenant, j'ai ça, est-ce que ça ne relève pas d'une autre pathologie organique ou psychiatrique, ou par exemple les deux? Et puis après, si j'ai une forte probabilité de TDAH, le diagnostic et les cliniques, si je suis bien formée à ça, je peux poser le diagnostic, mais l'essentiel, ce n'est pas rester seul lorsqu'on n'est pas capable de poser le diagnostic seul. C'est qu'on va articuler les visions et articuler les regards. Mais faire un court-circuit ou faire un passage rapide sur ces étapes, on est fort probablement dans l'errance diagnostique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez voir un peu plus clair, nous avons exposé dans l'article des vignettes cliniques réelles. Ce sont des patients que nous avons reçus en consultation pédopsychiatrique et qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Alors, lorsqu'on a revu le diagnostic, ce n'était pas ça. On l'a revu justement parce que les parents sont venus demander un deuxième avis, parce que les choses ne marchaient pas, même avec la médication. Et donc là, il faut se poser la question, est-ce qu'on est sur la bonne voie du diagnostic ou pas? C'est Voilà. comme quand tu disais tout à l'heure, Bouchra, on ne peut pas poser un diagnostic de TDAH en une séance. Donc, Absolument. c'est un diagnostic qui prend du temps, et ça, je pense qu'il faut être suffisamment honnête aussi pour le dire. C'est pas un diagnostic qui se fait en une heure, c'est un diagnostic qui prend du temps, qui nécessite un certain nombre quand même d'évaluations, qu'elles soient médicales, neuropsychologiques ou autres, et qui va permettre de justement faire cette distinction-là entre inattention, agitation et TDAH. Mais avoir un diagnostic de TDAH en une séance, je pense qu'on peut passer Oui. on peut être excellent en tant que thérapeute ou clinicien, mais c'est compliqué quand même. Oui. Je pense que vous avez bien passé le message, hein, à quel point Oui, c'est c'est quelque essentiel. chose qui est complexe, qui demande de la minutie, du temps et beaucoup d'attention. Justement, pour le trouble de l'attention, il faut beaucoup d'attention de notre part en tant que psy. J'aimerais bien vous poser quelques-unes des questions qu'on a Mhm. reçues dans le chat. Notamment, la question des médicaments suscite beaucoup d'intérêt. Tout d'abord, la disponibilité de ces médicaments au Maroc. Où est-ce qu'on en est? Parce que voilà, les gens s'en plaignent beaucoup. Pourquoi on n'a pas ces médicaments disponibles? Alors, tout simplement parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas l'autorisation du ministère de Santé marocain pour que ça soit disponible sur le marché marocain. Ce sont des médicaments qui ont du recul, qui ont d'efficacité, mais on ne sait pas encore pourquoi ce n'est pas disponible sur le marché marocain. Il y a quelques années, pas très longtemps, on s'en procurait de l'étranger sur la seule ordonnance marocaine. Mais maintenant, les pays comme la France, l'Espagne, la Belgique, et la Suisse aussi, ils sont un peu plus dans l'ordonnance sécurisée avec un rapport médical qui
qui est marocain et aussi d'un praticien du pays là où on va se procurer. Et donc les choses deviennent de plus en plus serrées, ce qui est une bonne chose aussi, parce que à un certain moment, je pense qu'ils ont pris la bonne décision parce que le méthylphénidate se prescrivait beaucoup par les mains marocaines. J'ose le dire maintenant en direct, mais c'est une réalité, c'est qu'on le prescrivait beaucoup lorsqu'on avait l'accès par l'ordonnance marocaine. Alors les choses peuvent s'arranger dans le futur et on peut l'avoir sur le marché marocain parce que généralement il a un bon recul et ce n'est pas un médicament qui est cher et qui a le mérite aussi de régler beaucoup de situations et de sauver beaucoup de trajectoires, surtout pour les enfants, les adolescents et même pour les adultes. Même. Justement, on pose des questions sur les effets secondaires, enfin pas nécessairement secondaires, mais les effets que peuvent avoir ces médicaments, notamment est-ce qu'ils peuvent provoquer des addictions au médicament lui-même, est-ce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires, on va dire, et provoquer d'autres comorbidités derrière. Enfin bon, beaucoup de questions autour de la nocivité de ces médicaments. Alors, il faudra pas confondre ce qu'on lit sur Internet et ce qu'on entend dans les médias sur les mésusages de la méthylphénidate. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on disait que ça provoque de la dépendance et on reste dépendant aux médicaments. Ça, c'est le mésusage. Mais lorsqu'il y a une indication, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur des séries d'enfants, adolescents et jeunes adultes qui prenaient du méthylphénidate et la surprise, c'est qu'à l'âge adulte, ils ne développent pas de troubles de l'addiction. C'est-à-dire qu'ils ne développent pas d'addiction spécifiquement psychiatrique pour la chose. Alors, pour les effets secondaires, il faudra savoir déjà éliminer les contre-indications parce qu'il n'est pas indiqué chez tout enfant. Donc, il y a des contre-indications médicales et psychiatriques qu'il faudra savoir gérer et chercher activement. Puis après, pour les effets secondaires, celui qui reste le plus noté chez la population pédiatrique, c'est les retards de développement statural et pondéral. Donc, pour chaque année de prescription, on a moins de 2 cm de taille. Ça, c'est quelque chose de théorique et de pratique. Et donc, c'est pourquoi on fait parfois des fenêtres thérapeutiques qui ne sont pas actuellement obligatoires dans les nouvelles recommandations, mais ça reste des recommandations quand même. Donc, c'est surtout les retards staturales. Sinon, il faudra éliminer les pathologies cardiovasculaires, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou chez sa famille, les dysthyroïdies, la présence de pathologies psychiatriques qui contre-indiquent comme les schizophrénies. Donc, il y a certaines situations où on ne va pas prescrire. Mais le suivi, généralement, ce sont des médicaments qui sont très bien tolérés. S'ils ne sont pas tolérés, il y a des solutions parce que ça existe sous plusieurs formes. Il y a la forme libération prolongée, c'est-à-dire que vous prenez le médicament et ça couvre plusieurs heures de la journée. Parfois, il y a des effets rebonds, c'est-à-dire que l'enfant perd l'efficacité et donc on peut ajouter la forme immédiate, c'est-à-dire vous prenez le médicament maintenant, il y a un effet immédiat de la molécule. Il y a aussi ce qu'on appelle les formes modifiées, de plus en plus, qui ont les deux, la forme immédiate et la forme prolongée. Donc on peut bien jongler entre les différentes formes galéniques et dans les formes ou les situations où c'est très difficile, où il y a une contre-indication, où ça donne des effets secondaires qui ne sont pas vraiment tolérés par l'enfant, on peut passer sur d'autres substances, notamment la tamoxétine qui va gérer les difficultés attentionnelles surtout. Et on a toute une liste d'autres médicaments alternatifs. Mais ça reste une bonne molécule en gros. C'est pas pour faire la promotion, c'est une bonne molécule, c'est les prescrites chez le bon enfant avec ça a un suivi aussi bien clinique que psychologique que scolaire. Ça, généralement, ça donne de bons résultats. Il faut évaluer chaque année sur ce qu'on gagne avec la médication et ce qu'on ne gagne pas. Et ça doit toujours se faire, comme j'ai dit tout à l'heure, en parallèle aux approches non médicamenteuses. Ça ne remplace en rien ce qu'on met en place pour l'enfant. Ça aide, mais pas dans un pourcentage de 100%. Parfois, ça n'aide que dans 20-30% chez des enfants. Et donc, les autres approches, ils sont obligatoires. Donc, on ne peut pas prescrire le médicament seul et attendre beaucoup de résultats par rapport à cette prescription. Justement, Hind, pardon, justement, je voulais que tu interviennes sur la question des approches non médicamenteuses sur laquelle on a des questions. Quel type d'approche on a non médicamenteuse et plus particulièrement sur les questions, il y a des gens qui posent des questions par rapport aux TOP qui sont souvent diagnostiqués voilà, en comorbidité avec les TDAH et pour lesquels les prises en charge sont souvent du même type, du même ordre en fait. Hein. En fait, les recommandations,
les recommandations de première intention, c'est d'abord dans la prise en charge, c'est la psychoéducation. La psychoéducation qu'on va proposer à la fois aux parents et à l'enfant. C'est le diagnostic est posé, on sait rapidement ce que c'est qu'un TDAH. Maintenant, il faut expliquer à la fois à l'enfant et aux parents qu'est-ce qu'un TDAH de façon approfondie. Comment est-ce que ce TDAH, comment est-ce que ce trouble de l'attention va venir impacter, va d'abord se manifester dans la vie quotidienne et dans les apprentissages pour que le patient lui-même, l'enfant, apprenne un petit peu à se connaître, connaisse un petit peu quelles sont les difficultés qu'il rencontre et comment il peut les gérer. Et puis, bien entendu, aussi faire de la psychoéducation avec les parents pour leur expliquer comment ce TDAH va se manifester au quotidien et leur donner des outils justement pour apprendre à gérer ce TDAH. Alors, il est très important là peut-être de préciser qu'on ne guérit pas d'un TDAH, c'est-à-dire que les prises en charge qu'on propose, ce n'est pas pour guérir du TDAH. Alors, je ne sais pas si Boshra tout à l'heure l'a dit, mais on a à peu près, on a quand même plus de 50% des TDAH qui perdurent à l'âge adulte. Et donc, on va avoir on va aussi pouvoir proposer ces aménagements-là, cette psychoéducation pour que le patient puisse gérer ce diagnostic au quotidien et qu'un TDAH enfant pendant l'enfance, Mhm. ce n'est pas le même, il ne va pas, le diagnostic reste le même, un TDAH, mais il ne va pas s'exprimer de la même manière dans l'enfance ou à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et donc, on va aussi expliquer tout ça pour pouvoir proposer des outils, des stratégies aux patients et à la famille elle aussi. Et donc ça passe par, pour la famille, donc les programmes, tout à l'heure, Bochra le disait, qui sont basés sur la TCC. On a deux programmes qui sont, on va dire, les plus connus ou validés. C'est le programme Barclay et qui est à la base d'abord destiné au top, qui est essentiellement destiné aux troubles du comportement. Donc, on va retrouver dans les tops ou aussi dans le TDAH. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habilités parentales qui permettent de donner des outils concrets aux parents. C'est avec des thématiques. Chaque séance va avoir des thématiques. On a la thématique des devoirs, on a la thématique des sorties voilà, en extérieur. On va avoir la thématique du moment spécial où on va voilà, créer un moment de partage entre parents et enfants. On va avoir la thématique de comment savoir donner un ordre efficace. Et donc tout ça, ce sont des méthodes qui ne guérissent pas, qui ne sont pas là pour diminuer les symptômes, mais qui sont là pour apprendre à gérer ces symptômes-là au quotidien. Et par contre, très important, ça, en tant que neuropsychologue, je tiens quand même à le préciser, c'est que la remédiation cognitive en tant que telle Oui. n'est pas efficace dans le cadre d'un TDAH. Et j'insiste bien aussi pour le bien préciser, c'est dans le cadre d'un TDAH. La remédiation cognitive peut être essentielle et tout à fait bénéfique dans d'autres situations, dans d'autres pathologies. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je pense même que oui, c'était précisé dans les dernières recommandations de la HAS de 2024 la remédiation cognitive, c'est-à-dire faire des activités pour renforcer le fonctionnement attentionnel ou exécutif de l'enfant, n'ont pas d'effet parce qu'en fait, les enfants ne généralisent pas au quotidien. C'est-à-dire que on peut faire des activités en séance, si on en refait dans un an pour voir est-ce qu'il y a une évolution, l'enfant peut progresser, mais il n'y a pas de généralisation et ne transpose pas ce qui est fait en séance dans la vie quotidienne. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose, j'ai envie de dire. Donc, on est surtout sur psychoéducation, prise en charge des comorbidités, bien entendu, et puis aménagement pédagogique, ça aussi, et médicaments dans certains cas. Et J'ai une question, pardon. alors, on n'oublie pas aussi la guidance parentale et que les parents, ils sont au cœur de la prise en charge, comme ils sont au cœur de la prise, donc dans la démarche au diagnostic. Parce que les parents, ils sont souvent, comme a dit Hind,
désarmés, ils ne savent pas quoi faire, comment gérer le quotidien. Et donc, ils doivent faire une partie prenante de la prise en charge. Donc, on a parlé beaucoup de l'enfant et de l'adolescent qui a les difficultés, mais il faut aussi penser aux parents, consacrer des séances parentales, voir comment les orienter pour gérer le quotidien, parce que c'est ça qu'ils amènent généralement en consultation, qui complique aussi le quotidien pour l'enfant, lorsqu'il n'est pas compris, lorsqu'il n'est pas Programmes dont contenu. elle parle, les programmes Habilité. Barclay et les programmes d'habileté, c'est spécialement pour les parents. La prise Absolument. en charge en fait Mm. du TDAH est principalement centrée sur les parents, hein, en Mhm. réalité. Oui. C'est vraiment le gros du travail. Mhm. Je voulais vous Oui. demander aussi, par rapport à l'impact des écrans, sur justement cette population-là qui est, particulièrement, vulnérable à ce genre de choses du fait de leurs troubles de l'attention. Donc il y a une participante qui a demandé, comment, gérer cette question-là et quel impact ça peut avoir sur justement les fonctions exécutives de l'enfant ou de l'adolescent surtout, parce que c'est eux qui vont, de la même façon qu'ils peuvent aller vers les substances, l'abus de substances, ils peuvent aller aussi vers l'abus d'écran D'accord. en général et de jeux vidéo. Qui a envie de prendre cette question? Euh, peut-être que Hind va expliquer mieux que moi, mais je vais dire un mot. Les écrans inquiètent, les écrans, c'est une question qui se répète tout le temps. Les écrans ne sont pas aussi méchants que ça. C'est vrai que ça peut affecter les capacités attentionnelles, de concentration. Ça affecte aussi la qualité de sommeil lorsqu'on reste beaucoup d'heures sur son téléphone ou sur la tablette ou sur l'ordi ou sur les jeux vidéo. Mais là, il faudra ne pas les éviter complètement parce qu'on parle d'une génération quand même qui est branchée tout le temps. Il faudra mettre des planifications, des programmations de la journée, comme ça peut servir aussi dans les difficultés scolaires. Comme a dit Hind tout à l'heure, lorsqu'il y a des troubles des apprentissages qui sont associés, bah, parfois les écrans, ils sont des outils pédagogiques. Donc, ils sont pas tout le temps nocifs, mais c'est vrai que ça impacte les capacités attentionnelles, le sommeil. Donc, tout ce qui est en excès, c'est toujours mauvais, que ce soit pour un enfant TDAH ou pour un autre, je pense, avec peut-être une spécificité que Hind va expliquer mieux que moi sur le plan neurocognitif. Bah, en fait, déjà, il faut pas diaboliser il faut pas diaboliser les écrans. C'est-à-dire que comme Absolument. toute chose, comme ce que tu viens de dire, Bouchra, il y a des limites. C'est comme, moi je donne toujours cet exemple aux parents, c'est comme la nourriture. On ne mange pas toute la journée non-stop. On a des moments où on va manger. On ne va pas manger constamment du chocolat, mais on va le limiter. Et c'est un petit peu la même chose avec les écrans. On va regarder des écrans. L'enfant va être exposé aux écrans. Mais après, quand on est sur une dérive excessive d'exposition aux écrans, ce qu'on voit quand même de façon assez flagrante dans les générations actuelles, ça va avoir un impact. Et là, les études, effectivement, le montrent bien. Ça a un impact à la fois sur le sommeil, ça a un impact sur les capacités de concentration, puisqu'en fait, les écrans vont stimuler l'attention réflexe. Et c'est une attention, en fait, qui, du coup, n'est pas volontaire. C'est pas j'ai décidé, moi, de prêter mon attention, de poser mon attention sur quelque chose de précis, mais plutôt c'est je suis attirée malgré moi par quelque chose. Et donc, on va avoir du coup cette difficulté-là à fixer son attention qui va venir augmenter ce trouble-là, ce déficit-là attentionnel. Et bien entendu, l'impact aussi sur la régulation émotionnelle qui va être aussi essentiel que ce soit dans le cas d'un TDAH qui est déjà une problématique du TDAH, mais également chez tout enfant lambda, une exposition importante aux écrans va impacter le comportement, la régulation émotionnelle de l'enfant. Et comme on le disait, en fait, c'est toute cette histoire-là d'hygiène de vie, alimentation, sommeil, écran, va venir aggraver les signes de TDAH. On me demande est-ce que la psychomotricité pour les enfants de moins de 6 ans peut avoir son effet par rapport à ces symptômes de TDAH?
Alors pour les enfants de moins de 6 ans, c'est un passage un peu obligé, obligatoire de passer par le psychomotricien parce qu'il va nous donner le niveau de développement de l'enfant et ses capacités et ses difficultés. Donc le bilan psychomoteur se fait pour les enfants tout petits et aussi la rééducation, ça va aider à l'enfant à canaliser son attention, à canaliser aussi sa motricité. Ça aide aussi dans la régulation des émotions, mais à condition que ça se travaille par des objectifs avec le clinicien qui le prescrit. Donc la réponse est oui, oui pour le bilan et aussi pour le suivi. Et ça rapporte beaucoup de choses chez les enfants tout petits. Donc, moins de 6 ans, ça rapporte énormément de choses. C'est vrai que Alors, c'est une quelque question. chose qui est assez automatique. Mm. Agitation chez les enfants de moins de 6 ans, qu'il y ait ce suivi-là parce que le travail sur le plan corporel va venir justement atténuer un petit peu cette Et, instabilité motrice. Mm. mhm. Et tailler la contenance psychique, Oui. intellectuelle, cognitive et émotionnelle qui est encore non mature chez l'enfant tout petit, justement. Oui. Justement, un des participants ou une des participantes soulignait l'intérêt de travailler justement en approche psychocorporelle sur ce genre de difficultés-là. Et c'est vrai que c'est une piste qui est très intéressante. Oui. Voilà. On nous pose aussi la question bon, ils ont dit les fourmillements, mais les impatiences, le syndrome des jambes sans repos, ce genre de choses, est-ce que c'est lié au TDAH? Ben, Ça c'est une comorbidité en fait. Donc c'est un syndrome à part, mais c'est une comorbidité assez fréquente aussi parmi les choses qu'il faudra savoir rechercher. Le syndrome de jambes sans repos peut compliquer les prescriptions médicamenteuses aussi. Donc là, il faut faire attention. Et il y a des issues thérapeutiques du casuistique, c'est-à-dire du cas par cas. C'est une comorbidité assez fréquente parmi les comorbidités qu'il faudra chercher. Oui. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Nos Euh, participants ont voilà, posé de très des pertinentes questions très questions. Oui. pertinentes, oui, très intéressantes et qui Oui. donnent envie d'aller plus loin. Donc j'espère n'avoir rien oublié de ce qui a été posé comme question. J'ai essayé un petit peu voilà, de les réunir. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne le dernier mot à l'une puis à l'autre pour nous dire un petit peu où vous en êtes à la fin de ce webinaire en ayant écouté les perspectives différentes des deux bords. Bouchra, tu veux commencer? Alors, je finis en te remerciant vivement, Selma, pour la programmation de cette rencontre qui est très pertinente sur la thématique. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a apporté Hind sur le plan du travail du psychologue pour le bilan et aussi pour ce qu'il peut apporter dans la clinique. C'est vrai que parfois, lorsqu'on n'est pas au contact au quotidien avec nos collègues psychologues, on ne connaît pas forcément ce qu'ils font. Donc maintenant, on a plus d'éclairage. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'éclairage. J'ai noté Hind beaucoup de points pour la pratique, Inch'Allah, à partir donc, des futurs. Alors, je vais souligner ou je vais dire la même chose. Soyez patients, s'il vous plaît, pour les enfants qui ont de l'instabilité, des déficits de l'attention. Faites une bonne anamnèse médicale, faites un examen clinique, une bonne enquête d'entourage social, psychoaffectif, comportemental du fonctionnement de l'enfant. Il y en a plusieurs parmi les praticiens qui vont travailler avec vous. Donc, il faut savoir se donner le temps d'articuler les regards, mais bien justement, ne pas prendre beaucoup de temps pour ne pas retarder la mise en marche des prises en charge thérapeutiques. Donc, c'est une thématique qui est passionnante, c'est une thématique qui est toujours d'actualité. Je vous remercie d'avoir partagé vos éclairages et vos expériences. Et je remercie aussi les participants parce qu'ils étaient très pertinents. Ils étaient à plusieurs, ça fait plaisir. Ils étaient à plusieurs à nous suivre ce soir, même si c'est Ramadan. Donc voilà, merci à tous. Et bien, tout pareil. Non, je suis tout à fait d'accord. Bah, déjà, merci effectivement, Selma, de nous donner un peu cette occasion d'échanger, déjà, ne serait-ce qu'entre Bouchra et moi, et puis d'échanger aussi avec tous nos nombreux participants qui ont répondu présent à ce premier webinaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres avec d'autres thématiques et d'autres participants. Et moi, ce que je voudrais peut-être, en plus de ce qu'a dit Bouchra, c'est surtout de retenir cet aspect-là pluridisciplinaire. C'est essentiel dans le cadre du diagnostic du TDAH.
c'est vraiment essentiel de pouvoir échanger, de pouvoir avoir différents regards sur l'enfant, sur la dynamique familiale pour pouvoir poser ce diagnostic-là. Parce que rester seul, voilà, je veux dire cabinet ou dans sa démarche peut être un peu réducteur. C'est comme quand on demande aux parents de venir à deux en consultation parce que si on en reçoit qu'un, on va avoir qu'un regard, la moitié d'un regard sur l'enfant. Ben là, le fait d'avoir différents regards, que ce soit celui du pédopsychiatre, du neuropédiatre, du neuropsychologue ou d'autres, ça permet vraiment d'avoir cette évaluation complémentaire qui peut, c'est vrai, des fois retarder, mais qui permet aussi quand même d'avancer et de proposer quelque chose d'assez adapté, de vraiment adapté aux patients dans un but d'un suivi adapté et spécifique à l'enfant. Voilà. Ben, je vous remercie tous de nous avoir accompagnés dans cette soirée de Ramadan alors que tout le monde est un petit peu fatigué. Mais nos intervenantes étaient tout à fait passionnantes. Moi, ça me tient toujours à cœur d'avoir ces échanges essentiellement cliniques. Je trouve